J'invite ma collègue professeure Anne-Sophie Caz, qui est donc professeure à l'IAE de Montpellier, sur les questions éthiques qui se posent. J'en dis pas plus. Anne-Sophie. Ok, donc je vais faire vite. Non, mais je vais tenir le temps, j'espère. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans l'amphi dans lequel je fais cours, d'habitude, donc c'est bien, comme fois on est à domicile, on est à la maison. Donc je vais vous parler effectivement des défis. Ce matin, on vous a présenté qu'il y avait des défis pédagogiques, mais il y a aussi des défis éthiques dans l'usage de ces outils. Ces outils sont arrivés en masse depuis, en tout cas sur l'IA générative depuis 2 ans, mais on voit qu'il y a un taux d'utilisation très très forte auprès de nos étudiants, un peu moins forte bien sûr auprès des enseignants-chercheurs, mais néanmoins ça pose quand même beaucoup de questions sur finalement les usages, la façon dont on l'appréhende. Alors la première action ça a été l'interdiction, on a tous en souvenir que Sciences Po avait interdit l'usage des IA génératives. On voit bien que c'est pas la solution et qu'il faut effectivement, au-delà de l'interdiction, finalement cadrer ces usages et surtout y réfléchir pour voir les conséquences en fait que ça entraîne. Alors je suis ici professeure, je suis aussi en marketing, ma spécialité est le marketing digital, et je suis aussi à l'université membre du comité d'éthique de la recherche depuis 3 ans. Et donc effectivement à ce titre-là, je m'intéresse aux questions éthiques dans la recherche et dans le rapport qu'on a aux données. Alors si on regarde ne serait-ce que ce qui s'est passé depuis janvier 2025, on voit qu'il y a eu des annonces du modèle américain, du modèle chinois, et nous au milieu, en Europe, on a la volonté de développer une IA responsable, frugale, avec finalement une éthique qui peut être en source d'innovation dans la création de ces outils. Donc on peut se poser la question dans le 3e modèle, on voit qu'il y a une start-up Mistral qui est largement publicitée aujourd'hui par les établissements publics pour effectivement respecter la question des données et puis plein d'autres éléments. Alors ça, ce sont des annonces qui sont récentes, mais pour moi qui travaille dans le marketing, l'IA, c'est pas quelque chose de récent. Pourquoi ? Parce que dans les interfaces utilisateurs, on a toujours eu des systèmes d'IA embarqués, que ce soit les systèmes de recommandation, les systèmes de smart home, etc., les systèmes de navigation, les créations par exemple de voitures autonomes, c'est un cas utilisent beaucoup les juristes justement pour se poser la question de la responsabilité de ce qu'on veut mettre, quelles sont les valeurs morales qu'on embarque dans ces systèmes, quelle est la question de la responsabilité, sachant qu'une IA générative n'a pas de personnalité juridique et que la responsabilité est une responsabilité humaine. Donc effectivement, cette question appelle à forcément une interrogation sur le sens éthique dans ces usages. Alors l'éthique, c'est quoi ? C'est se poser finalement un certain nombre de questions sur les conséquences de nos actions. Ce sont les valeurs morales qui finalement dictent nos comportements. C'est qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que mon action, dans l'usage d'un outil, quel qu'il soit, à distance, en physique, quand on est face à des étudiants ou en tant qu'étudiant, est-ce que mon action doit être juste bienveillante et non malfaisante ? Donc, effectivement, c'est à la fois une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité qui doit être collective. Donc, ces questions-là sont des questions, effectivement, sur lesquelles j'ai commencé à travailler depuis 1 an en tant que chercheur. Donc, j'ai commencé à mener une première étude, c'était en, je crois, mars l'année dernière, donc où j'ai interrogé les référents IA de mon université, alors pas tous, je suis allée aussi en interroger à l'extérieur. J'ai interrogé aussi des étudiants, et parce que finalement, au-delà de l'utilisation de ces outils, je voulais savoir comment ces outils étaient appréhendés et quel niveau d'intégration il y avait au-delà de ces outils. Alors, les premières analyses, en tout cas de mes recherches, montrent qu'il y a plusieurs types de niveaux d'intégration dans ces outils. Ce niveau d'intégration représente en fait une pluralité d'usages. Donc soit effectivement on considère l'IA générative comme finalement une ressource, donc c'est le nouveau Google pour faire des requêtes, c'est du Wikipédia, on est là pour finalement avoir une interaction plus facile pour les étudiants, pour aller rechercher des informations à distance. Ensuite, effectivement, le niveau 2, c'est de considérer ces outils comme
finalement des correcteurs d'orthographe, du copy editing, des correcteurs de codage, etc. Donc là, on est vraiment sur une représentation en termes d'outils. Dans le troisième niveau, on va considérer cette fois-ci que l'IA générative est un assistant. Une assistance, donc ça veut dire qu'il va falloir savoir prompter, il va falloir effectivement travailler sur la façon dont on va faciliter notre travail avec ces outils. Et le quatrième niveau, on va avoir une intégration en fait de ces IA génératives comme des producteurs finalement de services, des co-créateurs de services, où là véritablement se pose la question de notre esprit critique. Est-ce que finalement, à quel niveau on met ces outils par rapport à l'action humaine? Comment finalement garder la main, en fait, quelque part sur la genèse d'un travail d'un chercheur ou effectivement la genèse d'un travail si on est un étudiant sur ce rapport. Alors on a complété ces études. Alors, c'est un article qu'on vient de publier donc, avec Christophe dans Management et Data Science. Et c'est effectivement une étude qu'on a réalisée, notamment sur des verbatims qui ont été collectés par l'Institut Le Sphinx. Donc ils ont fait une enquête sur plus de 4000 étudiants et 1200 enseignants-chercheurs. Donc on a codé en fait les verbatims sur finalement la représentation et les craintes. Alors parmi les défis éthiques qu'on a identifiés, donc je vais aller vite pour vous montrer d'autres choses qu'on a fait. On a effectivement aujourd'hui le premier risque qui apparaît notamment pour les enseignants-chercheurs et les étudiants, c'est le déficit d'apprentissage. En fait, le fait d'utiliser des IA génératives peut craindre un déficit d'apprentissage. Les étudiants se demandent s'ils ne vont pas perdre en qualité rédactionnelle, se demandent s'ils ne vont pas être dépendants de ces outils, ils se demandent s'ils vont être finalement perdre leur créativité. Et c'est la même chose pour les enseignants. Avec une particularité pour les enseignants, c'est la problématique de l'évaluation. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure avec ma collègue Céline, sur effectivement le fait qu'on est dans l'incapacité, en tout cas on a de grosses difficultés aujourd'hui à distinguer ce qui relève de l'IA générative de ce qui ne relève pas de l'IA générative, et notamment sur des évaluations qui se font à distance. Donc effectivement, parler des défis éthiques dans un colloque ici sur l'enseignement à distance me paraît tout à fait approprié, puisque c'est véritablement là, sur cette partie d'évaluation, que se posent véritablement ces questions. Alors bien sûr, il y a des questions de plagiat, il y a des questions d'hallucination, etc., dont a parlé David tout à l'heure, mais tous ces défis, en fait, n'ont pas été finalement développés par l'IA générative. Il y a eu un effet d'accélération avec effectivement ces craintes de voir un déficit par rapport à ça. Alors une étude plus récente que j'ai menée en septembre, sur cette fois-ci des experts en IA, sur des disciplines différentes. J'ai interrogé des gens en informatique, en architecture, en droit, en santé, en management, etc. Donc le but c'était véritablement de voir l'appréhension des risques qu'il y avait pour les chercheurs et l'utilisation de l'IA générative pour la recherche. Alors si tous s'accordent à dire que les risques sont les mêmes, ils voient quand même une amplification de ces risques par l'utilisation de ces outils, avec un premier risque qui apparaît qui est la data augmentation, c'est-à-dire la création de données synthétiques à partir des IA génératives. Je ne dis pas des fausses données, je dis des données synthétiques, c'est-à-dire des données issues des données réelles. Et là, effectivement, ça pose vraiment des questions aujourd'hui, notamment sur les recherches cliniques et la validation en fait, de ces recherches cliniques sur ces données. Ensuite, on a un risque de dépendance à ces outils qu'on retrouve à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs, avec l'effet de boîte noire où on ne sait pas véritablement l'interprétation qu'on peut faire finalement de ces données. Ensuite, on a un risque lié à l'authenticité. C'est une question très importante, une belle question d'ailleurs de thèse et de recherche, sur qu'est-ce que c'est l'authenticité. Par exemple, pour un architecte, avoir tous les architectes du monde dans sa souris, c'est magique. Mais quid finalement de la signature du projet architectural qui va en découler si finalement ce n'est que la reproduction probable de ce qui s'est fait dans le passé. Donc la question de l'authenticité, elle est là, on le voit pour le graphisme, on voit que la suite Adobe a commencé à travailler sur des critères et des certifications d'authenticité, ça veut dire que derrière, il y a cette question-là. Et puis, moi je dirais que le risque majeur pour un chercheur, c'est l'évaluation de la recherche.
On est, en tant qu'enseignants-chercheurs, des experts. On est sur un système d'évaluation de la recherche. Nous sommes les seuls experts. Et si on externalise cette tâche à une IA générative, et bien quel est le rôle qu'on va conférer aux enseignants-chercheurs si effectivement ils n'ont plus ce rôle d'expertise? On a tous peut-être connu, pour certains qui sont chercheurs, le fait d'être rejeté d'une revue. Est-ce qu'on va l'accepter d'autant plus que c'est une IA générative qui va nous rejeter notre papier? Voilà, donc bon, je vous laisse sur cette réflexion, mais effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions. Alors, vous allez me dire quelle est la solution? Ben, j'en ai pas, hein, donc soyez tranquilles, on n'en a pas tellement. Mais il y a quand même une volonté quand même de sensibiliser. Et effectivement, la sensibilisation, elle peut passer aussi par des méthodes innovantes qu'on peut développer à distance pour nos étudiants, nos enseignants-chercheurs. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pu expérimenter alors, lors d'un webinaire que j'ai réalisé pour l'université pour les enseignants-chercheurs. Ensuite, j'ai aussi réalisé un webinaire pour ONEJ, et puis un cours qu'on a déployé ici dans cet amphi et à distance sur des Master 2 Management de l'innovation, où ils ont eu 10 heures sur l'éthique et l'IA, donc un cours qu'on a développé cette année. Donc l'idée c'était de se questionner sur nos pratiques avec une méthode qui est assez ancienne, qui est la méthode des scénarios qu'on utilise, une méthode qualitative qui est basée sur finalement des techniques de projection. L'objectif c'est de identifier des situations problématiques, de réaliser des scénarios, de co-construire ces scénarios, de discuter et d'échanger sur ces scénarios pour effectivement voir les risques qui en ressortent au niveau de ces scénarios. Alors, je vais vous montrer donc quelques exemples que j'ai pu expérimenter cette année. Donc, pour les enseignants, j'ai proposé 2 scénarios. Donc, un scénario qui était j'utilise l'IA générative pour la préparation de mes cours. Et j'utilise l'IA générative pour l'évaluation des mémoires. Vous n'êtes pas censé savoir que quand même la période des mémoires arrive. Donc effectivement, on se dit comment va-t-on faire pour lire tous ces mémoires? Alors jusqu'à présent, on les lisait, sans problème. Maintenant, on se dit peut-être que je pourrais trouver un moyen plus rapide pour les lire. Voilà. Donc, alors je ne vais pas vous montrer les 2 scénarios parce que ça prendrait plus de temps, mais j'ai volontairement axé sur le deuxième. Donc, j'ai beaucoup de mémoire à corriger en cette fin d'année universitaire. Les étudiants sont en attente de vos feedbacks pour améliorer leur travail sur l'année suivante, si on est sur du Master 1 par exemple. Et vous décidez pour gagner du temps, donc ça c'est la finalité que vous avez, d'utiliser un système d'IA générative pour aider à la lecture des mémoires et à la rédaction des feedbacks. Donc, quand on a créé ce scénario, on l'a créé véritablement avec une volonté aussi de les mettre dans une situation éthique. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est vous qui attribuez la note. Ce n'est pas l'IA générative. Si ça avait été l'IA générative, ça n'aurait pas forcément été un scénario éthique, dans le sens où c'est vous l'expert. Vous restez expert et l'IA générative n'est qu'un outil à disposition de l'enseignant. Donc là, effectivement, on les a fait réagir sur les risques, sur finalement les points positifs et les points négatifs pour essayer de comprendre finalement et avoir un échange de pratiques sur ce qui pouvait être fait, etc. J'ai fait le même exercice cette fois-ci avec mes étudiants en leur disant que j'avais fait l'exercice auprès des enseignants-chercheurs. Alors là, la réaction a été quand même assez spectaculaire parce qu'ils sont tombés de nu. On dit, mais comment c'est possible qu'un ancien chercheur, lui, utilise une IA générative pour corriger un mémoire qui, lui, va être écrit par une IA générative. Vous voyez? Voilà. Donc, on est effectivement sur une problématique qui... et alors, je leur ai dit, ces outils sont à disposition de toute personne, ils sont en open source, ils sont en grand nombre, ils sortent toutes les semaines, ce qui confère véritablement un risque énorme dans l'appropriation de ces outils et dans leurs usages. Et donc, effectivement, donc on a travaillé sur un scénario un peu identique, sauf que pour eux, effectivement, l'IA générative pouvait les aider. Alors, la problématique de la recherche, par exemple, de leur mémoire, elle n'est pas super bien faite. D'ailleurs, c'est un petit déj que je vous invite à écouter, qui est très intéressant de neige sur ça, parce qu'en fait, l'IA générative ne peut pas problématiser un sujet. Il ne peut déterminer que des questions qui se posent sur ce sujet.
Mais la problématique, comme elle est conceptuelle, elle n'est pas de l'ordre de l'IA. Et je dis à mes étudiants, c'est pas une problématique conceptuelle que vous allez pouvoir trouver avec une IA. Donc, effectivement, le fait de les faire réfléchir sur les différentes étapes de la rédaction d'un mémoire et de voir comment dans ces différentes étapes l'IA peut leur apporter des éléments, moi je leur encourage, mais j'essaye de voir les limites en fait de ces outils dans les différentes étapes. Donc là, effectivement, on a travaillé de façon globale en leur disant, vous restez l'auteur du mémoire et à bannir tout auteur qui s'appellerait ChatGPT. Hein, voilà, ça c'est pas un auteur, ça ne pourra pas être un auteur d'un mémoire. Alors, autre élément et autre dispositif que j'ai mis en place, qui est un dispositif sur lequel j'ai travaillé donc dans le cadre des comités d'éthique de la recherche, puisque j'avais participé à une formation à Aix-Marseille sur finalement le jeu du dilemme. Alors, le jeu du dilemme, c'est des scénarios et c'est des modalités de réponse, avec une modalité non éthique et 3 modalités possibles. Et donc, j'ai demandé aux étudiants, cette fois-ci, de co-construire, selon l'usage et l'implémentation des solutions d'IA générative dans leur entreprise. Pourquoi ? Parce que 80% d'entre eux en Master 2 sont en alternance. Je leur ai demandé de co-construire ces scénarios, de les mettre sur Moodle, de faire un système de vote, et on est arrivé effectivement à des scénarios très intéressants. Alors, ce jeu, il a été développé sur l'intégrité scientifique à l'université Erasmus Rotterdam. Donc ils ont eu un financement, ils ont développé une application de ce jeu, mais c'est un jeu qui est plus sur l'éthique en général, hein, pas sur l'IA générative. Donc voilà, je vous mets un scénario. À quoi ça ressemble? Alors celui-là, c'est un scénario que j'ai créé à la base avec la CPM de l'Hérault, puisqu'on a travaillé avec la Caisse primaire d'assurance maladie justement sur un challenge dans l'intégration des outils d'IA générative. Ici, c'est l'automatisation des comptes rendus de réunion de la CPM. Donc, en tant que chef de projet, je dois faire la synthèse d'un grand nombre de comptes rendus, structurer un ensemble de décisions collectivement retenues, etc. Je suis pressée par ma hiérarchie pour rendre le rapport dans les temps. Qu'est-ce que je fais? Petit A, je fais une totale confiance en l'IA générative. Vous aurez compris que non. Petit b, je travaille à partir de ce qu'a fait l'IA générative en réécoutant certaines réunions jugées importantes pour contrôler le rapport final. Pourquoi pas? Petit c, je fais preuve de transparence en faisant part à ma hiérarchie de l'usage de ce système dans le travail rendu. Pourquoi pas? Petit d, j'entraîne un modèle d'IA générative sur une partie des comptes rendus pour rendre l'assistant plus performant avec ce phénomène d'apprentissage dans le temps. Pourquoi pas? Donc, l'idée, c'est de voir que forcément la première réponse ne convient pas, les autres sont des réponses dans ce que j'appelle la zone grise. C'est-à-dire une zone dans laquelle tout à fait c'est possible, mais c'est discutable, et ça dépend effectivement de ces éléments. Alors, les pistes, et je vais conclure avec ça, sont la conception de ce jeu donc au sein de l'IA Montpellier, donc avec mes collègues Céline Aversa, Maximilien Dossa et Christophe Fournier. L'idée, c'est, à partir de ces scénarios, on a une trentaine de scénarios, l'idée, c'est de créer un jeu qu'on pourra mettre en place à distance en mode individuel, où là, chaque individu peut parcourir les dilemmes, peut voter, peut consulter le vote aussi des autres participants à ce jeu, et on peut animer avec le dilemme du mois, avec des experts, etc., et même la possibilité d'intégrer d'autres dilemmes, avec une évaluation qui peut aussi se faire, une évaluation par les pairs, pour valider en fait le scénario. On peut aussi l'animer en petits groupes, donc cette fois-ci on est sur des classes virtuelles de 2 à 8 joueurs, où effectivement il y a plus un moment d'échange qu'on pourra mettre en place dans ces petits groupes, et discuter, etc. Et ce que j'ai testé cette année, c'est le mode magistral, avec un book lab qui permet en fait une visualisation en temps réel de l'opinion en fait de chacun sur ces challenges, sur ces défis, pour voir véritablement et engendrer en fait la discussion. Donc chaque étudiant a présenté son challenge qu'il avait dans le cadre de son entreprise, parce que effectivement les systèmes d'implémentation sont nouveaux dans les entreprises et débutent, et à partir de là, une discussion s'est engagée. Voilà, on fait la même chose en recherche au prochain congrès de l'Association française de marketing qui a lieu à Lille bientôt, avec cette fois-ci des scénarios, mais qui seront adaptés pour les chercheurs dans les différentes étapes de la recherche. Et donc j'en ai écrit un sur « Je suis un évaluateur,
et j'utilise un outil d'IA générative pour évaluer le papier d'un collègue. Voilà. Et je vous remercie. Voilà, j'espère que j'ai Sinon, j'invite Sylvain à intervenir à la question. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Pour ceux qui sont sur mon master, on va lire des lettres de motivation rédigées par l'IA, ça va être assez sympa, on aura toujours les mêmes arguments.